Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'une des maladies les plus complexes et les plus étudiées de notre époque, le cancer du sein. Nous n'allons pas seulement survoler le sujet, mais nous allons décortiquer les statistiques, comprendre les différences génétiques au niveau moléculaire, suivre la progression d'une tumeur et explorer l'arsenal thérapeutique dont nous disposons aujourd'hui. Préparez-vous, on plonge dans la biologie du cancer. Commençons par mettre les choses en perspective. En fait, il faut savoir que le cancer du sein n'est pas une anomalie rare, c'est plutôt un enjeu de santé publique majeur. Si l'on regarde les estimations pour 2026, le cancer du sein représente à lui seul 26% de tous les nouveaux cancers diagnostiqués chez la femme. C'est plus d'un quart des diagnostics. Cela signifie que les mécanismes biologiques qui déraillent ici sont étonnamment fréquents. Cependant, grâce aux avancées de la recherche et au dépistage précoce, la mortalité, quant à elle, raconte une histoire légèrement différente. En fait, le cancer du sein, comme nous pouvons le voir dans ce graphique, est responsable d'environ 13% de tous les décès par cancer chez les femmes. C'est un chiffre encore trop élevé, mais qui montre néanmoins que nos interventions et les nouvelles stratégies thérapeutiques développées au cours du temps ont bien eu un impact dans la façon de prendre en charge les patients atteints du cancer. Mais alors, pourquoi une cellule mammaire normale devient-elle cancéreuse? En effet, cela résulte d'une combinaison de plusieurs facteurs. Premièrement, il y a la prédisposition génétique. En effet, des mutations à haute pénétrance comme celles des gènes BRCA1 et BRCA2 font exploser les risques. C'est d'ailleurs sur ce point que nous allons nous attarder au cours de cette vidéo afin de pouvoir voir l'épigénétique derrière justement ces mutations et comment ces mutations conduisent au cancer du sein. Le deuxième facteur, bien évidemment, ce sont les facteurs hormonaux. Le troisième facteur, ce sont justement les facteurs liés au mode de vie comme l'exposition aux radiations, le tabagisme, l'obésité et l'inactivité physique. C'est bien évidemment des variables sur lesquelles nous pouvons avoir un pouvoir d'action. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet en portant un regard attentif aux causes génétiques sous-jacentes au développement du cancer du sein. Alors, il est très important de noter qu'il y a plusieurs causes génétiques qui travaillent d'ailleurs souvent en symbiose pour entraîner la transformation d'une cellule mammaire normale en cellule cancéreuse. Mais pour cette vidéo, nous allons nous pencher plus spécifiquement sur les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2 et voir comment ces mutations-là contribuent au développement du cancer du sein. Alors, commençons d'abord par parler même de ces gènes-là. Pourquoi ces gènes sont si importants et pourquoi on en parle très souvent, pourquoi certaines méthodes de dépistage portent une attention à s'il y a des mutations au niveau de ce gène ou pas pour pouvoir prendre des prédispositions chez certaines femmes. C'est parce que ce gène intervient justement dans la réparation de l'ADN. En effet, ce gène a pour rôle de produire une protéine et cette protéine va jouer un rôle très essentiel quand il s'agit de réparer les brisures de l'ADN ou de veiller sur les checkpoints au niveau de la réplication de l'ADN. Cependant, il peut y arriver qu'il y ait des mutations au niveau de ce gène et ces mutations vont conduire à une protéine non fonctionnelle et cette protéine non fonctionnelle ne pourra donc pas jouer son rôle. Résultat, on aura une accumulation des dommages dans l'ADN et ultimement le développement du cancer. Portons maintenant un regard plus attentif sur l'organisation et la structure des deux gènes. Donc, comme nous pouvons le voir au niveau de la figure, le gène BRCA1 possède un domaine N-terminal ring. Donc, du côté N-terminal, BRCA1 possède ce domaine ring finger qui interagit directement avec PART1 pour former un hétérodimère à activité E3 ubiquitin ligase très important justement dans l'intervention et dans la réparation de l'ADN. Un autre domaine important également de ce gène, c'est le domaine C-terminal. Donc, à l'extrémité C-terminal, on retrouve les répétitions BRCT. Ce domaine reconnaît des motifs phosphorylés sur d'autres protéines partenaires telles que CT, LP,
justement, et cette interaction-là contribue à donner à ce gène son effet sur la réparation de l'ADN. Ces deux domaines sont très importants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des mutations au niveau de ce gène affectent ces domaines-là pour rendre la protéine incapable de fonctionner normalement. Au niveau du gène BRCA2, l'organisation est un peu similaire dans le sens où on peut observer que le gène possède également plusieurs compartimentalisations en plusieurs domaines, mais les domaines les plus importants justement c'est le domaine à répétition BRC qui se trouve au niveau de la région centrale et le domaine de liaison au niveau de l'ADN. Les mutations également au niveau de ce gène-là affectent ces régions afin de produire une protéine incapable de fonctionner et de se lier à l'ADN correctement pour initier sa réparation. Plongeons-nous maintenant sur les mécanismes réels par lesquels ces deux gènes arrivent justement à réparer les dommages au niveau de l'ADN. Donc, nous pouvons voir qu'il y a d'abord la régulation des points de contrôle qui est essentiellement assurée par la protéine BRCA1. En effet, cette protéine agit comme un gardien de cycle cellulaire aux étapes clés. Donc, lorsqu'un dommage de l'ADN est détecté, la protéine va s'associer à des partenaires qui sont également d'autres protéines, comme nous pouvons le voir ici. Et la plupart du temps, ces partenaires sont des protéines PARD1. Et ce complexe va donc stopper la progression du cycle cellulaire au niveau des différents checkpoints et laissant ainsi le temps à la cellule de pouvoir corriger ses erreurs au niveau de l'ADN avant d'entrer en réplication. Donc, un deuxième processus également par lequel ces deux gènes arrivent justement à réparer l'ADN endommagé, c'est leur implication dans la réparation des cassures double brin, comme nous pouvons le voir de ce côté. Le mécanisme est un peu différent, mais ces deux gènes agissent ensemble pour pouvoir réparer justement l'ADN lorsqu'il y a une cassure double brin. D'abord, il y a la signalisation et le recrutement. Donc, PRCA1 forme un complexe avec d'autres protéines, comme nous pouvons le voir ici. Donc, ce complexe peut être justement varié en fonction des partenaires qui vont s'associer à BRCA1. Et ce complexe va permettre justement de pouvoir recruter BRCA2, comme nous pouvons le voir ici. Et BRCA2 va donc charger la protéine RAD51 et le guider vers le site justement de la lésion au niveau de l'ADN. Donc, RAD51 va donc guider l'invasion du brin et la recherche d'homologie pour reconstruire la séquence d'ADN exacte à partir de la chromatine sœur. Donc, également, nous pouvons voir que ces deux gènes peuvent aussi intervenir dans la réplication pour pouvoir stabiliser justement la réplication et permettre qu'il y ait une bonne copie au niveau de l'ADN. Alors, que se passe-t-il maintenant si il y a une mutation au niveau de ces gènes et que le système de réparation échoue et qu'une tumeur se forme? Alors, ce qui se passe, c'est que les cellules cancéreuses, comme nous pouvons le voir ici, prolifèrent dans le tissu mammaire, qui est le site primaire, et peuvent, avec le temps, acquérir la capacité de s'échapper. Elles entrent dans la circulation sanguine et forment des métastases. Donc, comme nous pouvons le voir au niveau de cette figure, principalement, les métastases se trouvent dans le cerveau, les poumons, le foie et les vertèbres. La tumeur n'est pas juste un amas de cellules, mais plutôt un micro-environnement complexe impliquant le métabolisme, le système immunitaire et même le microbiome intratumoral. Face à cela, nos options thérapeutiques nous permettent justement de pouvoir intervenir à différents points de la progression de la tumeur parce qu'elles sont maintenant devenues extrêmement pointues. Au-delà de la chirurgie et de la radiothérapie, nous utilisons des thérapies endocriniennes pour bloquer les hormones, des chimiothérapies traditionnelles, mais surtout des thérapies ciblées et des immunothérapies. Ces dernières approches pharmacologiques permettent justement d'attaquer la vulnérabilité spécifique de la cellule cancéreuse tout en épargnant les cellules saines. Nous arrivons maintenant au thème de cette vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Si le sujet vous passionne et que vous aimeriez en apprendre davantage, je vous invite à vous abonner à ma page et à ne pas manquer la prochaine vidéo qui va sortir très prochainement.
dans laquelle nous allons explorer le cancer du col de l'utérus. Pour le moment, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.